François Bon, Balzac, roman. On va ouvrir un autre couloir dans nos salles souterraines. Je pense que c'est justement un couloir qui va être souterrain, d'une part parce qu'on va aller voir comment lève la création, que ça c'est notre établi, et que pour aller dans cet endroit-là, il faut aller dans des drôles de zones qui peuvent être très paradoxales. Alors, allons-y tout de suite. Je voudrais reprendre, lire tout simplement parce que c'est pas long, c'est 4, 6 pages de Maurice Blanchot. Ça s'appelle L'art du roman chez Balzac. Et que ce soit dans Faux pas ou La part du feu, c'est des suites de chroniques publiées dans le journal des débats, et qui sont en permanence sur la littérature. C'est-à-dire qu'il trouve Blanchot progressivement son propre terrain. Là, je vois de l'insolence considérée comme l'un des beaux-arts. Mais si je prends, alors ça parle de Kierkegaard, ça parle de Maître Eckhart, ça parle de la pensée hindoue. Il vient de rencontrer Georges Bataille, ils vont être maintenant très liés. Donc il y a une chronique justement qui a permis cette rencontre sur l'expérience intérieure de Bataille. Mais son territoire, c'est quoi? L'expérience de Proust, Rilke. Il revient sur les mythes grecs, Sisyphe, Oreste, Phèdre. Et puis des textes plus généraux. Comment la littérature est-elle possible? Recherche sur le langage et tout ce qu'on trouvera plus tard dans l'espace littéraire, le livre à venir, où ce sera dégagé de passer là par la médiation de chroniques sur les livres des autres. Le silence de Mallarmé, Bergson et le symbolisme, réflexion sur la jeune poésie, poésie et langage, après Rimbaud, Léon-Paul Farc et la création poétique. Et donc, que ce soit Faux pas ou que ce soit La part du feu, pourquoi là, 80 ans après, sont des livres qui sont toujours là, au plus près, dans notre boîte à outils? Justement parce que ça démonte nos propres approches. Roman mythologique, roman et poésie, poésie et roman, traduit du silence, Camus aussi, le roman de l'étranger, Chaminadour, avec les rencontres de Chaminadour et ce vieux salaud de Jouandeau. Mais justement, c'est cette case aussi qu'on va être obligé de rouvrir. Le secret de Melville, le monologue intérieur, Ernst Jünger. C'était pas évident de parler dans les années 40 de Ernst Jünger, ça l'est toujours pas aujourd'hui. Peggy, Claudel, ça c'est Faux pas, mais j'allais dire c'est un livre-outil parce que chaque fois c'est la mécanique de Blanchot qu'on voit commencer à s'exercer, à travailler. Et puis quoi? C'est ça le problème, c'est-à-dire que vous trouvez là, en 1943, alors qu'il publie dans Faux pas une recension d'un livre de Maurice Bardèche, Balzac, romancier, des pages parmi les plus intelligentes sur Balzac. C'est pas un culte à l'intelligence, même pas. Je sais, Proust, chaque fois que je vois le mot intelligence, j'ai l'impression de voir le prix sur une bouteille ou quelque chose comme ça. Non, c'est que c'est comment ça vous place. Et là, il y a un coup de force de Blanchot qui éclate des cloisons, et ce sera son travail dans tout ce qui va suivre ensuite, d'où la gratitude et la ferme révérence. Mais c'est de bon ton maintenant de dire comme ces types-là qui ne juraient que par Blanchot. C'est pas une question de comme ça. Ouais, mais comment tu apprends le boulot? Et qu'est-ce qui casse comme cloison? Eh bien, que la question même de l'écriture soit placée en avant. Et bien après Blanchot, tu lis les préfaces là, de l'édition Pléiade, ou tout, ça reste toujours les sources, les références, les inspirations, ou bien son message catholique. Non, c'est pas ça. C'est comment tu installes une machine excessive. Et moi, là, avec cet océan de vidéos, je cherche ma propre machine excessive. Alors Bardèche, Bardèche t'en prends encore pour un sacré paquet. Et là, il y a le paradoxe. Qu'est-ce qu'on va aller s'embêter de cette vieille grenouille? Je l'ai acheté, le livre.
Maurice Bardet. Je vais le recevoir dans 4-5 jours, parce que bien sûr, c'est indisponible. J'en ai trouvé un d'occasion, ça va me coûter 45 balles. Bon, mais ça fait rien. Je vais ouvrir tous ces ateliers. Et qu'est-ce qu'il laisse, Bardèche? Il laisse justement un Balzac romancier, l'art du roman jusqu'à Goriot. C'est-à-dire, lui ouvre le premier, la cave, là, de « Ah ouais, mais comment ça s'écrit ?» Et comment ça s'écrit à travers Balzac, ou malgré Balzac, ou dans Balzac, ou contre Balzac, pour fabriquer ça. Il a aussi un Stendhal romancier qui, lui, par contre, tranquille. On continue d'en disposer de ce Stendhal romancier. Il a écrit aussi un Proust romancier, vous voyez, une fois qu'il avait ouvert la série. Ouais, mais Balzac, Stendhal, Proust, moi, je m'y reconnais. Et son Proust, pareil, un peu disparu dans les limbes. Par contre, qu'est-ce qui n'a pas disparu dans les limbes? Ce Bardèche, il est impliqué dès les années 30 dans le plus crasseux des pensées révisionnistes, celles qui vont faire Pétain et Vichy. Il publie dans tous ces journaux crasseux, et en 1948, il va s'illustrer avec un livre sur le procès de Nuremberg en disant « De quel droit jugeons-nous ces gens ?» Oh oui, c'était chez eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Je simplifie, je ne vais pas simplifier ça. N'empêche que c'est un procès qui va durer 6 ans, et dans ce procès, je dirais, s'amorce tous les outils qui vont être ceux qu'on utilise, nous, encore, dans la résistance. Complotisme, c'est le mot à la mode, mais surtout le négationnisme, et c'est pas rien. Donc ce Bardèche est une ordure. Alors Blanchot, publiant dans des journaux vichistes, en même temps c'est le moment où il va amorcer petit à petit, lui, sa propre révolution interne. C'est plus compliqué que ça, mais bon, allez lire Opno et d'autres sur ces questions-là. C'est un chantier dont aucun de nous n'est indemne. Évidemment, Bataille va contribuer énormément. Il y a ce livre Aminadab là, qui sort en 1942, qui est un livre qui met d'un mal à l'aise. C'est du Kafka dans le Paris de l'occupation. Ouais, mais justement, ce glauque, c'est ça aussi, la littérature. C'est quelque part le côté balzacien de Blanchot. Et puis après, quand il travaillera sur Kafka, sur Rilke, sur Proust, ce sera des outils pour lui. C'est pas aller subvertir du côté de Rilke, non, ce sera subvertir en lui-même toute cette crasse accumulée. Donc dans cette chronique qu'il fait vivre, le journal là des débats, journal vichiste, recension d'un livre de Maurice Bardèche qui est une crapule négationniste, collaborationniste, ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ces cris-là, quand même, tout d'un coup, se forgent notre approche contemporaine de la question de l'écriture? Alors, je voulais quand même poser ce prologue. Mais est-ce qu'on n'y va pas voir, ou est-ce qu'on va y voir quand même? Puisque tout d'un coup émerge, là, ce qui nous relie, nous, à la question de l'écriture, à la question du monde. Balzac, oui, royaliste et monarchique, n'empêche que c'est lui qui nous apprend à lire le monde. Et cette contradiction, avec toute la bouillasse que ça remue, qu'est-ce qu'on en fait? Maurice Bardèche a publié une thèse sur Balzac où l'œuvre du romancier est étudiée sous un point de vue qu'on avait négligé jusqu'ici. C'est un fait remarquable que parmi toutes les études consacrées à un des maîtres du roman français, aucune, avant le travail de Bardèche, ne se soit attachée à l'art même du roman. Le roman comme art. De nombreux livres avaient dégagé la personnalité de Balzac, défini l'esprit de son œuvre, à en retrouver les moyens techniques, à discerner les calculs, les opérations conscientes. Vous voyez, c'est déjà une installation de vocabulaire, une installation optique de la mécanique d'approche de Balzac. Les échanges heureux entre la conception et les actes qui ont rendu cette œuvre possible. Là encore, vous voyez cette distension. En d'autres termes, aucun critique ne s'était donné pour objet ce qui est la tâche même de la critique, la recherche des actions distinctes qui permettent à un artiste de sortir de la confusion de ses projets pour atteindre, par un effort conscient, à la création qu'il médite. Et ça, ce rouage, c'est notre boulot de tous les jours.
Le livre de Bardèche est donc nouveau par le problème qu'il étudie. Son dessein a été de suivre chez Balzac la formation de l'art du roman. Il s'est demandé comment Balzac avait appris son métier de romancier, comment il s'était dégagé des expériences de l'apprenti et quelle découverte l'avait conduit à approfondir les premières formes de son invention pour faire d'elles les éléments originaux de ses grandes œuvres. L'analyse de Bardèche part des premiers manuscrits de Balzac et s'arrête au Père Goriot. Elle apporte sur cette période pendant laquelle Balzac est devenu maître de son art comme romancier et maître de son œuvre comme créateur, tous les éclaircissements qu'on pouvait attendre d'une enquête conduite avec beaucoup de rigueur et une parfaite intelligence. La méthode qu'a suivie Bardèche lui était imposée par le caractère de son travail. Analyse des ouvrages, recherche des procédés, étude des problèmes qui se sont peu à peu imposés à Balzac. Il n'a négligé aucun des moyens que lui donnait l'examen méthodique de l'œuvre et une étude objective des sources. Il n'y avait probablement pas d'autre méthode possible. Un effort tout différent et peut-être assez aventureux aurait consisté à rechercher les lois de l'esprit chez un créateur comme Balzac, à imaginer et retrouver les mouvements nécessaires de son invention tels qu'ils apparaissent dans les exigences de ses ouvrages, à discerner, d'après les formes de la construction, les habitudes et les structures de l'esprit qui a construit. C'est là un travail auquel on peut rêver. On aimerait voir en l'auteur de la comédie humaine le personnage privilégié d'une autre comédie, celle de l'intelligence, où les drames, les intrigues, les péripéties sont d'ordre mental et ne mettent en cause que les efforts de la pensée. Comment ne pas chercher à imaginer les aventures d'un esprit lorsqu'il est aux prises avec une création considérable et qu'il tire de ses propres hasards intellectuels un ordre nécessaire et fécond. Ce projet étant irréalisable, est merveilleusement excitant, et l'un des grands mérites du livre de Bardèche est de n'en avoir pas détourné ses lecteurs, mais au contraire d'avoir accru la tentation de le réaliser en apportant pour l'exécuter les matériaux les plus précieux. On peut toujours chercher chez un grand écrivain l'attitude centrale à partir de laquelle son œuvre est devenue possible. Lorsqu'on passe par les chemins qu'a dégagés Bardèche, lorsqu'on essaye de comprendre avec lui le mécanisme du travail balzacien, on s'aperçoit que l'un des traits profonds de Balzac a été la nature abstraite de son imagination et le caractère de fatalité logique avec lequel il a conçu la nécessité. Il n'est pas besoin de préciser aujourd'hui que Balzac n'a rien de commun avec les romanciers réalistes dont pendant longtemps, par un malentendu ridicule, on a voulu voir en lui le modèle. Il est clair que peu d'écrivains ont moins que lui obéi au goût de l'observation, au souci de la vraisemblance, aux soins de l'analyse psychologique. Et presque aucun n'a suivi plus fortement les exigences dramatiques de l'invention et déroulé avec plus de suite les conséquences d'une conception toute intérieure. L'œuvre de Balzac a été faite pour conquérir à l'égard du monde habituel une indépendance complète. Elle n'est ni le décalque ni la caricature de la réalité. Elle prétend à exister par elle-même. Son ambition est d'attirer le lecteur, de le retenir en lui rendant inhabitable l'univers réel et de lui fermer toute issue pour qu'il ne puisse plus imaginer d'autres manières de vivre que celle de la comédie humaine. Il n'y a donc pas à revenir sur l'étendue de la création balzacienne où l'imagination se substitue à la réalité. Ce qui apparaît en outre et ce qui permet de saisir l'un des ressorts de cette imagination, c'est qu'à certains égards, cette création est purement intellectuelle, qu'elle est tout entière fondée sur la puissance d'expansion des idées. Bardèche a très bien mis en lumière les grands moments de la vie créatrice de Balzac, qui sont les moments où celui-ci a pris conscience de la force abstraite de son imagination et où il a découvert la fécondité de certains symboles. Par exemple, en concevant la peau de chagrin,
Il éprouve le sentiment triomphal de fonder toute son œuvre, d'en ouvrir toutes les voies, de tenir tous les fils qui en composeront la trame. Pourquoi ? Parce qu'il vient de découvrir cette idée, toute abstraite et générale, la puissance destructrice de la pensée. Dans cette idée, il voit déjà les personnages qui l'illustreront, les situations qui en exprimeront la richesse, tout un monde prodigieux de drames et d'existences tirés d'une seule hypothèse. De même, avec le père Goriot, il découvre que la société, par le mouvement implacable qui l'entraîne vers l'or et le plaisir, contient en elle un germe de mort. Et cette pensée nouvelle lui apporte les 1000 sujets tragiques dont l'organisation constituera, dans un va-et-vient extraordinaire, par une circulation ininterrompue de personnages, la forme de la comédie humaine. Il apparaît donc que Balzac n'a pu atteindre le monde de sa fiction qu'en le pensant, qu'il a trouvé dans des idées générales le principe d'animation d'une œuvre essentiellement concrète. C'est là un fait auquel on ne saurait trop réfléchir. Il est extraordinaire de voir comment certains personnages de Balzac, en obéissant de la manière la plus stricte à la loi abstraite qu'ils portent en eux, expriment une existence d'une fureur et d'une puissance extrême. La passion mécanique qui les mène ne cesse de dépendre de la forme qu'elle traduit, mais cette passion crée le monde contre lequel elle se heurte, et bien que tout y soit calculé, et que les autres passions contre lesquelles elle lutte manifestent la même rigueur de fatalité mécanique, c'est un champ illimité de hasards tragiques et de péripéties imprévisibles qui s'impose à l'esprit qui le contemple. Il y a dans chaque personnage de Balzac et dans chaque œuvre où ces personnages se rencontrent et dans l'ensemble de la comédie humaine où toutes ces œuvres prennent rang, un entrecroisement d'idées, une combinaison de formules, une liaison de mouvements intellectuels dont la complexité et la vigueur logique sont poussées si loin qu'elles atteignent une force et une violence presque inhumaines. L'idée fixe qui est la marque de tant de héros balsaciens est, dans un certain sens, la marque de la création balsacienne. L'idée s'empare de cette immense possibilité d'expression qu'est l'esprit de Balzac. Elle leur impose ses exigences inépuisables. Elle tire d'elle une suite de conséquences qui se développeront sans fin, avec un mouvement de plus en plus contrarié par l'enchevêtrement même de ses propres déductions, finissent par éclater dans un drame d'une puissance effrayante où ne subsiste que la conception hallucinatoire d'un esprit qui impose son rêve comme la seule réalité authentique. Balzac a eu, à un degré très grand, le sens de la nécessité dans l'œuvre romanesque. Cette nécessité ne s'exprime pas seulement par la fatalité abstraite, qui est le profond destin de ces héros. Elle n'est pas seulement la raison des méthodes de composition dont il s'est servi avec un art médité. Elle explique aussi le caractère vertigineux que prend à certains moments la vie de ces héros ou la forme de ces récits. Bardèche a analysé les scènes célèbres où les personnages encore durs et rigides de l'avare, de la coquette, entrent par le mouvement impitoyable de leur passion dans un monde d'une étrange spontanéité. Gobseck, devant les diamants de la comtesse de Restaud, éprouve un ravissement, une illumination de joie qui le rend à une sorte de vie où l'avarice perd son sens. Le père Goriot, lorsqu'il peut admirer ses filles au milieu de leur luxe, ressent une joie délirante où le caractère de son amour paternel disparaît. Le déroulement rigoureux de la passion produit un dépassement de la passion et aboutit à un délire verbal où le désordre, l'incohérence, l'ordonnance fortuite sont à ce moment justifiés. C'est l'instant où le hasard, dans toute sa beauté et sa grandeur
concrète prend en charge la loi de la nécessité, la représente complètement, où ce qui est vraiment sans cause est aussi vraiment nécessaire. On peut faire des remarques analogues en ce qui concerne la conduite du récit. Il y a souvent chez Balzac, dit Bardèche, un moment où il feint que le récit lui échappe. En réalité, à force de suivre les événements dont le mouvement l'entraîne, il ne peut pas souffrir l'attente générale et régulière qu'il a suscitée. Il est contraint de devancer son propre mouvement. Et à cause même de l'élan logique qu'il s'est donné, il manque à la logique en se perdant dans une sorte d'ivresse et de vertige. Dans ce délire, il devient impuissant à exprimer le rythme des fêtes, mais cette impuissance est justement la seule manière de les exprimer, de se soumettre à l'enchaînement fatal qui les unit les uns aux autres et dont, dans le silence saccadé de l'écrivain, on entend l'effrayante cadence abstraite. J'aimerais la relire, cette phrase. Dans ce délire, il devient impuissant à exprimer le rythme des fêtes, mais cette impuissance est justement la seule manière de les exprimer, de se soumettre à l'enchaînement fatal qui les unit les uns aux autres et dont, dans le silence saccadé de l'écrivain, on entend l'effrayante cadence abstraite. Comme tout à l'heure, l'idée qui animait les personnages, l'idée qui est scandée par le déroulement des fêtes, est plus forte que l'esprit qui l'a conçue. Elle impose une réalité imaginaire d'autant plus puissante que cette réalité est le développement inéluctable et forcené d'un calcul mental. Le vide du récit marque la région où l'esprit se perd à force de logique et de cohérence, conduit par lui-même, au-delà de lui-même, dans des ténèbres redoutables dont le créateur ne sait rien. Cette dialectique de la composition a pris les formes les plus diverses. Il arrive que le langage y participe, l'idée fixe prenant possession des mots et tirant d'eux une progression d'images qui aboutit à un véritable drame hallucinatoire. Il s'agit dans ce cas de développer une comparaison pour épuiser tout ce qu'elle contient. Les exemples de cette contamination abondent. Si Balzac écrit, comme dans César Birotteau, que M. Molineux est un petit rentier grotesque qui n'existe qu'à Paris, comme un certain lichen ne croit qu'en Islande, ce seul mot de lichen suffit pour mettre en branle une implacable machination verbale au terme de laquelle le rentier devient une véritable plante humaine à casquette tubulée et à racines bulbeuses. Dans la peau de chagrin, le rapprochement du mot « dette » et du mot « insecte » provoque dans l'esprit de Raphaël une avalanche imaginaire. Mes dettes jaillirent de partout comme des sauterelles. Elles étaient dans une pendule, sur un fauteuil, incrustées dans les meubles desquels je me servais avec le plus de plaisir. La description est emportée par une loi mécanique qui la rend déformante et irréelle à cause de sa fidélité logique. Elle se répète indéfiniment jusqu'à ce que l'invraisemblance ne puisse plus être endiguée. Elle se répète indéfiniment jusqu'à ce que l'invraisemblance ne puisse plus être endiguée. Elle ne se règle que sur elle-même, souverainement indifférente à la réalité qu'elle décrit, et atteignant sans risque les métamorphoses les plus bouleversantes. Cette nécessité qui est la grande loi du romanesque, Balzac a quelquefois donné l'impression qu'il s'y soustrayait parce qu'il a livré ses romans à une masse incroyable de détails. Il est à peine besoin de dire que cette quantité de traits infimes n'est pas là pour transcrire et imiter la réalité extérieure. Elle a un tout autre objet. Elle sert à donner aux grandes scènes auxquelles aboutit le déroulement paroxystique des idées personnages et des idées situations, une signification, une puissance d'évocation surprenante.
Ces détails doivent préparer la sensibilité pour qu'au moment voulu, le drame soit entendu et saisi dans toute son ampleur. Il faut qu'à cet instant, les moindres mots aient des ramifications auprès de toutes les parties du drame, qu'ils appellent et convoquent les 1000 petites indications précédentes, faisant peser, grâce à cet attrait, toute la masse du roman sur sa conclusion, entraînant la totalité des éléments dispersés, des scènes fragmentaires, des petits épisodes, vers la scène décisive où le hasard devient fatalité et le détail insignifiant symbole. Telle est la nécessité dans l'art du roman balzacien. L'apparence de vie et de vérité n'a dans ce système pur qu'une importance secondaire. Ce qui compte, c'est une conception extraordinaire du monde transformé par un esprit qui le soumet sans le détruire et qui conduit jusqu'à ses dernières conséquences, mort et folie, les pensées qu'il a conçues. Maurice Blanchot, 1943, Faux pas, l'art du roman chez Balzac, à partir du livre Balzac romancier de Maurice Bardèche. Vous avez vu qu'il l'a complètement oublié en cours de route. Et je crois que moi, j'ai acheté ma grande période Blanchot, c'était 1980, dans le mouvement aussi qui m'a permis d'écrire mon premier livre. Et donc ça fait plus de 40 ans. J'ai relu ce texte plusieurs fois, il y a plein de phrases qui me tombent dans la bouche parce qu'elles sont mémorisées intérieures. Mais là, ça fait 1 mois que je suis dans Balzac, uniquement, totalement, complètement dans Balzac, jusque dans les rêves. Ces 6 pages, pour moi, restent non seulement totalement justes, mais avec Marcel Proust, ce qui nous désigne le plus exactement Balzac, ça on n'a pas besoin. Parce qu'il faut déjà être Balzac pour s'intéresser à pourquoi ça marche et comment ça nous happe, Balzac. Il n'y a pas de devoir de lire, il n'y a rien. Mais une fois qu'on est dedans et qu'on essaye de comprendre comment ça nous happe, avec tous ces malgré ci, malgré ça, malgré ci, malgré ça, eh bien, là, Maurice Blanchot, il nous aide à reprendre pied, à continuer là, dans cette passion mécanique. Passion crée le monde contre lequel elle se heurte. Et bien que tout y soit calculé et que les autres passions contre lesquelles elle lutte manifestent la même rigueur de fatalité mécanique, c'est un champ illimité de hasards tragiques et de péripéties imprévisibles qui s'impose à l'esprit qui le contemple. Donc pour moi, dans ce monument, dans cette fresque qu'on élabore, ces pages de Maurice Blanchot, elles devaient venir vite, elles devaient venir là, maintenant.